demandons rien. Nous ne demandons aucune faveur. Nous demandons le respect et l'application stricte des lois de la République. Pourquoi est-ce qu'il faut publier la liste nationale électorale? Pourquoi est-ce que nous demandons la publication de la liste nationale électorale? Premièrement, parce que c'est une exigence de la loi. Parce que c'est l'article 80 du Code électoral qui l'indique, qui le prescrit, qui l'exige. Le directeur général des élections, qu'il soit d'accord ou pas avec l'idée de publier la dite liste électorale nationale, n'a en fait pas le choix. C'est le Code électoral qui l'oblige à le faire. C'est le législateur camerounais qui a cru devoir imposer à l'organe chargé d'organiser des élections dans notre pays, d'avoir justement à mettre à la disposition des acteurs, des candidats, mais surtout des citoyens, la liste nationale électorale, pour permettre à tous ceux-ci de vérifier la fiabilité et la crédibilité du corps électoral et partant du processus électoral de manière générale. C'est d'ailleurs pour ça que les articles qui suivent l'article 81 du Code électoral indiquent les recours et les actions qui peuvent être engagées, mais engagées seulement à partir du moment où justement la liste électorale nationale est publiée. Elle permet par exemple, cette publication, de vérifier s'il y a des doublons, s'il y a des personnes décédées qui figurent encore sur le fichier, s'il y a des erreurs qui peuvent être rapidement corrigées, etc. Mais quel est véritablement l'intérêt de la liste électorale nationale dans un contexte comme celui du Cameroun, dans la préparation de l'élection qui arrive en octobre? C'est d'abord parce que, au-delà de ce qu'on a pu entendre dire relativement au fait que ce serait dangereux ou risqué de mettre autant d'informations sur les citoyens camerounais à la disposition du public, il faut souligner que ce n'est qu'un argument de façade, dans la mesure où Elecam se défend d'avoir déjà publié la liste nationale électorale en se prévalant du fait qu'elle a publié les listes dans chacune des antennes communales. Or, ces listes publiées dans les antennes communales comportent les mêmes informations qui auraient pu ou qui doivent figurer sur une liste nationale électorale. En clair, si on a peur que certaines informations se retrouvent à la disposition du public en publiant la liste nationale électorale, eh bien on l'a déjà fait précisément parce que ce sont les mêmes informations qu'on se vante d'avoir publiées au niveau des listes dans les antennes communales. Donc c'est un faux argument. Certains nous disent que dès lors que ces listes ont déjà été publiées au niveau communal et que les partis politiques, par exemple, sont censés être représentés dans les dites antennes communales, il revient à chacun de compiler lui-même les différentes listes communales en vue de les consolider pour avoir, disons, sa liste nationale électorale. Mais là, l'argument manque de rigueur dans la mesure où, dans un processus électoral, la liste qui doit pouvoir faire foi est une liste officielle, publique. Et si on peut exiger, si on peut prescrire que seul le PV d'Elecam fasse foi, on ne comprend pas pourquoi on peut donc admettre que les listes compilées par chaque parti puissent faire foi. C'est précisément parce que ces listes que chaque parti aurait pu compiler ne peuvent pas faire foi, notamment en cas de contestation, que justement on incline les gens naïvement à privilégier cette voie. Parce que précisément l'article 80 règle la question de l'opposabilité de la liste nationale électorale, si celle-ci effectivement, comme cela est exigé, publiée par Elecam lui-même. Si Elecam publie la liste nationale électorale, effectivement, eh bien cette liste, une fois publiée par l'organe en charge, l'organe compétent, effectivement peut être opposable, y compris à Elecam lui-même, en cas de contentieux. Et c'est cette opposabilité qu'Elecam essaye d'éviter en refusant de publier la dite liste électorale. Plus pratiquement, c'est quoi l'intérêt de cette liste? Parce qu'on a entendu également certains penser que tout se jouait dans le bureau de vote, dans la surveillance du vote le jour du vote, et que la fraude ne pouvait pas se faire autrement que dans le bureau de vote. Malheureusement, c'est méconnaître l'industrie et l'ingénierie de la fraude électorale qui est à l'œuvre au Cameroun. Car une bonne partie de ces manipulations électorales, de ces manipulations de la volonté du peuple souverain, ne se passe pas justement le jour du vote, mais bien après, dès lors que le vote a été constaté et que, pour une raison que nous connaissons tous, on veut arranger le score pour donner
un candidat victorieux sur les autres, alors les incohérences et les imperfections justement d'une liste électorale mystérieuse sont utilisées précisément pour faire le sale boulot. En clair, ce n'est pas le résultat issu du bureau de vote X qui va être changé, c'est plutôt l'utilisation de tel nombre d'électeurs fictifs qui sont connus seulement de l'ECAM et de son allié objectif du RDPC, qui vont servir à balancer les scores pour pouvoir obtenir un résultat à peu près cohérent à la fin. Parfois, ces questions causent des erreurs de calcul, comme on a pu le voir lors de la présidentielle de 2018, avec un total, à la fin, de suffrages exprimés supérieur à 100%. C'est pour ça que nous pensons, avec le professeur Maurice Kamto et le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, et l'ensemble de l'Alliance politique pour le changement, l'APC, qui soutient la candidature du professeur Maurice Kamto, il est fondamental que tous les acteurs sérieux de la transparence du jeu électoral se joignent à la voix qui demande que soit publiée la liste nationale électorale comme élément pour rasséréner le citoyen, le souverain, dans le cadre des élections qui arrivent à grands pas et qui seront, nous pensons, un tournant majeur pour l'avenir de notre pays. Si je ne fais que le dire, sans travailler dans ce sens, pour que les élections soient comme on fait ici, on informatise tout, et à 18 h, on a le résultat. Au Cameroun, non, il faut que le sous-préfet vienne récupérer, ou alors un organisme qu'on a mis en place, qui s'appelle l'ECAM, où tout le monde est un transfuge du parti au pouvoir, et nommé par le président de la République. Excusez-moi, vous passez un examen et tous les arbitres sont... C'est vous qui les nommez, vous croyez que ça peut durer? Ou plus grave, que l'ECAM, un organe électoral supposé indépendant, à qui la loi a conféré donc une autonomie de gestion, comment peut-il aller soumettre le processus électoral dont il a légalement la charge au ministre de l'administration territoriale, qui est un acteur du système électoral au même titre que les partis politiques, au point que celui-ci se permette de déclarer dans un communiqué qu'il a, je cite, noté avec satisfaction que le processus électoral se déroule normalement et que, je cite, l'ECAM tient régulièrement des concertations avec les acteurs du processus électoral. Fin de citation. D'où vient-il que le ministre de l'administration territoriale croit pouvoir se mettre en surplomb s'il est candidat, qu'il présente sa candidature, s'il est électeur, qu'il s'assure qu'il a sa carte d'électeur et aille voter le jour venu? Sa fonction de ministre de l'administration territoriale fait de lui un acteur du processus électoral, comme les partis politiques, comme l'ECAM et comme d'autres acteurs déterminés par la loi. Il faut arrêter la confusion et l'esbrouf. Il faut arrêter le m'as-tu vu. Cela n'impressionne personne. Nous sommes là en face d'une grave violation supplémentaire des lois électorales que M. Eric Essoussé, directeur général, et M. Eno Abrahams Egbe, président du conseil électoral, ont commis. Alors que la loi garantit l'indépendance de l'ECAM, afin de le mettre à l'abri des soupçons, ce sont curieusement ses principaux dirigeants qui organisent sa soumission et son inféodation au pouvoir RDPC. Ceci est une faute grave qui doit être sanctionnée aussi bien par le conseil électoral que par le gouvernement. Le directeur général et le président du conseil électoral ont trahi leur serment. Ils doivent démissionner ou être démissionnés en parfaite synchronisation avec le ministre de l'administration territoriale. Dans la même journée du 2 mai 2024, le maire RDPC de Yaoundé 7, M. Augustin Tamba, a contraint par des menaces et la violence le personnel de l'ECAM, des Camerounais venus s'inscrire sur les listes électorales dans sa commune, et
et les bénévoles du MRC qui invitaient les populations à se faire enregistrer, à décamper. Ceci en violation flagrante des dispositions de la Constitution relatives au droit de tout citoyen de se fixer en tout lieu et à la liberté d'aller et venir. Le maire Augustin Tambaki, en tout état de cause, n'a pas les pouvoirs d'officier de police judiciaire. Exiger des citoyens présents devant les guichets de l'ECAM un curieux document préalable à toute inscription qu'il nommait carte de résident. Dans le sillage de l'ECAM, du gouvernement et du RDPC, d'autres mènent ostensiblement campagne contre les inscriptions sur les listes électorales et estiment que les élections seraient une perte de temps. Tous ces actes graves démontrent qu'au sein du régime, certains sont hantés par la perspective de la défaite du RDPC et ses alliés en 2025 au regard de leur bilan catastrophique et surtout du réveil du peuple camerounais et n'en veulent pas de la tenue des élections prévues. En 2025, s'ils essayent, ça prendra ce que ça prendra. Les survivants arrangeront le pays. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun récemment déclaré non grata dans les régions de l'extrême nord et du sud pour motif de risque d'affrontement. Un risque d'affrontement. Mais d'affrontement de qui et avec qui? Nous ne demandons rien. Nous ne demandons aucune faveur. Nous demandons le respect et l'application stricte des lois de la République. Face à ce refus des autorités de voir le MRC organiser un meeting à Ebolova ou à Marois, le président national de ce parti s'interroge. Qui leur a dit que l'extrême nord leur appartenait, que le sud leur appartenait? Ce sont des partis de notre nation. Et nous y exercerons nos droits. Qu'ils le veuillent ou pas, que cela leur plaise ou pas. Ils ne perdent rien pour attendre, car quand viendra le moment de déployer nos activités, je peux les assurer que nous les déploierons. Alors, nous les déploierons, quel que soit ce qu'ils feront. Parce que s'ils veulent justement qu'on passe par des cases que nous voulons à tout prix éviter, que nous essayons d'éviter depuis 10 ans, alors croyez-moi, on ira. L'homme politique va plus loin en signalant qu'après un long temps de patience, la réaction de son parti face à de telles interdictions sera désormais prompte. Alors ça suffit. Je vous le dis avec le plus grand calme. En 2025, s'ils essayent, ça prendra ce que ça prendra. Les survivants arrangeront le pays. Pendant près de 2 heures de discours en français et en anglais ici au siège du parti à Odia, Maurice Kamto évoque en 10 points, chiffres à l'appui, les manquements observés par Elections Cameroun dans le processus d'inscription sur les listes électorales en cours au Cameroun. En dépit de la croissance de la population camerounaise qui est passée d'environ 20 millions d'habitants en 2012, où Elecam avait annoncé que le corps électoral était déjà à 7 60 000 électeurs inscrits environ, à environ 30 millions d'habitants en 2024, où le même Elecam annonce à la fin du premier trimestre le chiffre de 7 144 000 électeurs inscrits. L'homme de droit termine son propos en invitant à une plus grande inscription sur les listes électorales. Et je le répète, inscrivez-vous pour aller aux élections dans la paix. Alors si le sacrifice ultime devait être le couronnement de cette lutte, en ce qui me concerne, je suis prêt.